Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le voyage du pape François aux Émirats Arabes Unis s'est terminé aujourd'hui. Pour la première fois, une messe publique a été célébrée dans la région. Une visite également marquée par la signature d'une déclaration historique pour l'engagement des religions pour la paix et la fraternité. L'Église s'engage dans le grand débat national voulu par le président Emmanuel Macron et puis retour sur la remise du prix Père Jacques Hamel. La cérémonie a eu lieu vendredi à Lourdes. La semaine dernière, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est prononcé en faveur de l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Sa douloureuse histoire a donné lieu à de multiples rebondissements judiciaires. Beaucoup estiment que l'arrêt des soins le concernant n'est médicalement pas justifié. Alors pour mieux comprendre de quoi il s'agit, les clés et les enjeux de cette affaire, nous recevons ce soir Marianne Chéron, rédactrice en chef de Génétique, site internet d'actualité bioéthique. Et on commence cette édition avec le voyage du pape François aux Émirats Arabes Unis. Le pape est rentré à Rome en fin d'après-midi. Vous pourrez retrouver l'intégralité de sa conférence de presse donnée dans l'avion sur notre site internet. Son voyage s'est donc terminé ce matin avec une messe au stade Zayed Sport City, un moment historique puisque c'est la première fois qu'une célébration publique a lieu dans la région. 135 000 fidèles y ont participé, sans compter les personnes à l'extérieur qui n'ont pas pu rentrer. La population des Émirats est composée à 85% d'étrangers. Un millier d'entre eux sont catholiques, des Européens, mais surtout des Asiatiques ou encore des Libanais. Que vos communautés soient des oasis de paix, a lancé le pape à la foule des chrétiens. Dans son homélie, il a rappelé que les béatitudes sont un plan de vie, même si ce n'est pas toujours facile, surtout dans le contexte des Émirats Arabes Unis. Vivere da beati e seguire la vita di Gesù non significa tuttavia stare sempre allegri. Chi è afflitto, chi patisce ingiustizie, chi si prodiga per essere operatore di pace, sa che cosa significa soffrire. Per voi non è certo facile vivere lontani da casa, sentire magari, oltre alla mancanza degli affetti più cari, l'incertezza del futuro. Ma il Signore è fedele e non abbandona i suoi. Le gouvernement des Émirats Arabes Unis avait octroyé une journée de congé aux catholiques pour qu'ils puissent assister à la messe. Une joie pour la communauté d'accueillir pour 2 jours le pape venu en messager de paix. And it's actually a very historical event. It's his first time to come to the UAE, and it's known for it's as a Muslim country and Khalij country. It's such a great thing to get him. We're actually very excited that the Pope is going to be here in the UAE. The very fact that it shows the tolerance, basically, and the brotherhood UAE has with the other religions, and that's what excites me more. Des propos recueillis hier soir après la signature d'une déclaration historique entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar à l'issue de la rencontre interreligieuse sur la fraternité humaine au Founders Memorial. Les 2 hommes y affirment que personne n'est autorisé, en aucun cas, à utiliser le nom de Dieu pour justifier la guerre, le terrorisme ou toute autre forme de violence. Ils ont réaffirmé que la vie doit toujours être sauvegardée et que les droits des femmes doivent être pleinement reconnus en rejetant toute pratique discriminatoire à leur encontre. La déclaration atteste aussi que la protection des lieux de culte est un devoir garanti par les religions, par les valeurs humaines, les lois et les conventions internationales. La salle de presse du Saint-Siège a insisté sur cette étape de la plus haute importance dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, un signe puissant de paix et d'espérance pour l'avenir de l'humanité. Avant la signature, dans un discours musclé, le pape a demandé de refuser absolument la guerre pour y inviter les croyants à servir un but commun. Insieme, fratelli dell'unica famiglia umana voluta da Dio, impegniamoci contro la logica della potenza armata, contro la monetizzazione delle relazioni, l'armamento dei confini, l'innalzamento di muri, l'imbavagliamento dei poveri. A tutto questo opponiamo la forza dolce della preghiera e l'impegno quotidiano nel dialogo. Et pour appuyer son propos, le pape a aussi osé parler de la Libye, de la Syrie et encore du Yémen. Je vous rappelle que les Émirats Arabes Unis sunnites interviennent au Yémen aux côtés de l'Arabie Saoudite contre les rebelles sunnites par les rangs chiites, provoquant l'une des crises humanitaires jamais connues. Le conflit au Yémen a fait quelques 10 000 morts, en majorité des civils, et plus de 60 000 blessés. C'est ce que rappelait Marc Lavergne, chercheur au CNRS sur le plateau d'Église du Monde.
les bombardements sont massifs sur la population civile, parce qu'en réalité, les combattants sont, eux, retranchés dans les montagnes et sont difficiles d'accès. En revanche, on voit que c'est une crise humanitaire de ce fait. Alors, on met l'accent sur le sort des enfants, bien entendu, parce qu'ils représentent l'innocence dans tous les conflits. Mais je crois que le propre de cette guerre, c'est qu'elle fait des blessés de guerre, et ça, en quantité massive. Et c'est quelque chose qu'on n'est plus aujourd'hui habitué à traiter, parce qu'on n'a plus de guerre chez nous depuis fort longtemps. Donc dans nos universités, dans nos facultés de médecine, on ne forme plus les médecins ou les chirurgiens à ces interventions qui sont extrêmement nocives, dans la mesure où les armes sont de plus en plus sophistiquées et font de plus en plus de dégâts au corps humain. Une émission à revoir en intégralité sur notre site internet, tout comme les directs et les flashs du voyage du pape. L'actualité à l'étranger, c'est également la grave crise politique au Venezuela. D'un côté, le président Nicolás Maduro est contesté dans son propre pays et par une partie de la communauté internationale. De l'autre, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, s'est proclamé président par intérim, soutenu par les États-Unis et reconnu hier par la France. Maduro a adressé une lettre au pape François pour lui demander son aide et sa médiation. Dans le pays, les évêques ont condamné à plusieurs reprises les violences politiques sous Maduro. Dans un communiqué publié lundi, ils appellent à une transition pacifique avec les instruments présents dans la Constitution nationale. Le père Angèle est curé de la paroisse à Notre-Dame de l'Assomption à Caracas. Il a témoigné à Vatican News de la situation sur place. Qu'il s'agisse des médias ou des gens ici, on dit toujours qu'actuellement, c'est 90% de la population qui rejette le gouvernement de Maduro. Il faut donc penser qu'il y a 10% en sa faveur. Je pense bien entendu à l'armée, même si à ce sujet, il faudrait nuancer un peu, et aux groupes armés révolutionnaires que l'on appelle ici les colectivos. Pour ma part, je ne connais plus de gens dans ma paroisse qui jadis votaient pour l'officialisme et qui continuent à le soutenir. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent aujourd'hui Maduro, c'est vraiment une très faible partie de la population et que son soutien vient essentiellement de l'armée. À noter également à l'étranger, à Cuba, l'ouverture religieuse semble se poursuivre. Pour la première fois depuis 1959, une église a été inaugurée samedi. Il s'agit de l'église du Sacré-Cœur de Jésus à Sandino. Et puis aux Philippines, à Manille, des centaines de chrétiens et de musulmans ont marché dimanche pour la paix après les récents attentats dans le pays. En France maintenant, des temps d'échange dans le cadre du grand débat national se multiplient. Une volonté du président Emmanuel Macron pour répondre à la crise sociale que traverse le pays. Et les catholiques sont investis dans ce débat, comme le prouve un communiqué publié hier par la conférence épiscopale. Dans les diocèses, on compte déjà plus de 80 initiatives, des rencontres ou encore des messages d'évêques pour réfléchir aux causes et aux solutions face à la crise des Gilets jaunes. Et parmi les initiatives, celle du Secours catholique qui propose des temps d'échange sur tout le territoire avec un but, faire entendre la voix des plus démunis. Il y a plusieurs sujets portés par les Gilets jaunes qui aujourd'hui recoupent des préoccupations du Secours catholique. Par exemple, tout ce qui tourne autour des questions de mobilité, autour du pouvoir d'achat, bien sûr, autour de l'accès de plus en plus difficile aux services publics, autour des inégalités de richesse, mais également autour de la représentativité, de la démocratie, etc. Et donc du coup, le Secours catholique a décidé de proposer à l'ensemble de ses délégations sur tout le territoire d'organiser des débats en interne qui croisent à la fois les avis et les échanges entre bénévoles, salariés du Secours catholique et aussi, surtout, personnes en précarité, de façon à permettre à tout à chacun, et une fois de plus, surtout aux personnes en précarité, qu'on entend très peu aujourd'hui dans cette crise, leur permettre de s'exprimer aujourd'hui sur ce qu'elles ressentent par rapport à cette question sociale globale qui est portée par le mouvement des Gilets jaunes, sur les problèmes économiques, sociaux, mais également de pouvoir avoir du coup dans le futur grand débat national qui a été lancé depuis quelques jours, qu'on puisse aussi entendre à cette occasion-là la parole des personnes les plus en précarité, qu'on entend jusqu'à présent très peu. Et puis j'ajoute qu'hier, à l'occasion d'une rencontre avec 300 élus et responsables d'associations en banlieue sud de Paris, le président Emmanuel Macron a défendu son choix d'ouvrir le débat sur la laïcité, je cite, non pas pour réformer la loi de 1905, mais pour la renforcer. Le prix Père Jacques Hamel 2019 a été attribué à Christelle Ploquin et au frère Adrien Candiard pour la pièce de théâtre filmée
le 5e évangile. C'est pour favoriser les initiatives en faveur du dialogue interreligieux que ce prix a été créé par la Fédération des médias catholiques il y a 2 ans. Un prix qui honore la mémoire du Père Hamel tout en récompensant un travail journalistique au service de la paix et du dialogue interreligieux. Ophélie Marien a assisté à la remise du prix vendredi dernier à Lourdes. Merci beaucoup pour ces œuvres de vérité et d'humilité. Pour cette 2e édition du prix Père Jacques Hamel, c'est Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui l'a remis au lauréat. Le Père Jacques Hamel a été assassiné dans son diocèse en 2016 par 2 terroristes islamistes. La réalisatrice Christelle Ploquin a reçu le prix pour la captation de la pièce de théâtre Le 5e évangile. C'est un texte qui a été écrit par le frère Adrien Candiard et qui met en scène une amitié entre 2 hommes, un catholique, un musulman, et qui s'aiment vraiment dans leurs différences, dans le respect de ce qu'ils sont chacun, dans des religions différentes. Et cette pièce, elle est vraiment magnifique, enfin en tout cas moi elle m'a bouleversée. Un prix spécial du jury a été attribué à Marie Malzac, journaliste à la Croix, et Naïla Tabara, théologienne musulmane, pour leur livre « L'islam pensé par une femme ». Pour elle, le dialogue entre islam et christianisme est fondamental. C'est vrai qu'on est en France aussi dans un contexte où les relations avec les musulmans ne sont pas toujours faciles, où il y a eu plusieurs attentats, des attaques terroristes qui ont beaucoup secoué la population et une prise de conscience que c'est vraiment une urgence d'essayer d'aller les uns vers les autres, de dépasser peut-être ces réflexes qu'on peut avoir et qui sont tout à fait humains et tout à fait normaux de peur et de rejet, pour permettre qu'il y ait des rencontres qui puissent se faire et aussi effectivement de pouvoir s'engager ensemble. Je suis encore plus émue en tant que musulmane de recevoir un prix au nom de quelqu'un qui a été tué par 2 personnes qui se revendiquent de l'islam. Et donc qui montre qu'ensemble, chrétiens et musulmans, nous combattons l'intolérance, nous combattons l'extrémisme au nom de notre foi en Dieu mais aussi en l'humain. Monseigneur Lebrun a profité de l'occasion pour annoncer que l'enquête diocésaine en vue de la béatification du Père Hamel se clôturerait le 9 mars prochain. Dimanche, Monseigneur Jean-Pierre Villemain a été ordonné évêque auxiliaire de Metz, une première dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz depuis 32 ans et l'ordination de Monseigneur Raffin. Plus une chaise n'était vide. Des milliers de fidèles ont entouré Monseigneur Villemain pour son ordination épiscopale. Originaire des Vosges, il était jusqu'à présent prêtre dans le diocèse de Saint-Dié. Il a été nommé par le pape le 8 janvier. Sa devise épiscopale, en lui la joie d'être sauvé. Et c'est son frère, le père François Villemain, qui a fait la demande d'ordination officielle auprès de Monseigneur Laglaise, l'évêque de Metz. Dans son homélie, Monseigneur Laglaise a développé les devoirs d'un évêque, la persévérance, le service de la communion, la mission de prière, d'intercession. Puis est venu le temps de l'ordination qui s'est ouvert avec l'appel à l'Esprit Saint, un temps sur lequel nous revenons en images. Jean-Pierre, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la force de l'Esprit Saint. À l'issue de sa nomination début janvier, Monseigneur Villemain nous avait confié le message qu'il souhaitait adresser aux fidèles de son nouveau diocèse. Je suis heureux de pouvoir les rejoindre dans ce qui fait le quotidien de leur mission, au nom du Christ ou à cause du Christ. Heureux de partager avec eux ce souci de la mission au nom du Christ. Ce service va se vivre d'une autre manière, mais c'est toujours le même Christ que l'on sert à travers notre ministère. Voilà les informations que nous avons retenues pour vous aujourd'hui. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. La semaine dernière, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la procédure d'arrêt des soins de Vincent Lambert, hospitalisé depuis 2008. Elle a été jugée conforme à la loi Claes-Leonetti et a qualifié le maintien des soins comme une obstination déraisonnable. Cette décision est intervenue alors que 55 médecins en charge des personnes
en état végétatif ont signé un manifeste contestant la validité de l'expertise médicale. Marianne Chéron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes rédactrice en chef de génétique.org, un site dédié à l'actualité bioéthique. Alors le cas Vincent Lambert, cela fait maintenant plusieurs années qu'on en parle, en tout cas sur notre antenne. Peut-être un premier repère. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans les procédures ? Alors aujourd'hui, donc, comme vous l'avez rappelé, Vincent Lambert, la décision qui a été prise par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est de valider la procédure qui a été décidée par le docteur Sanchez en avril dernier, d'arrêter les soins de Vincent Lambert. En fait, Vincent Lambert est juste nourri et hydraté. Il ne reçoit pas de soins supplémentaires. Et donc, cette procédure est assez étonnante. Elle s'enracine dans la loi Leonetti qui entretenait une ambiguïté entre ce qui était de l'ordre du soin et ce qui était de l'ordre du traitement, estimant que l'alimentation et l'hydratation étaient un traitement. Laissant le flou plutôt. Et c'est ce qui a conduit à toute cette procédure, à tous ces embrouillamini autour de la situation de Vincent Lambert. L'état de santé de Vincent Lambert, vous nous l'avez dit, on entend pas mal de choses à ce sujet-là. Vous précisiez donc qu'il n'est pas branché. Non. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, il n'est pas dans le coma. Il est en fait en état de conscience altérée, c'est-à-dire que il a du mal, il ne peut pas communiquer, il ne peut pas être en relation avec ceux qui sont autour de lui. Cependant, par exemple, sa mère peut lui parler. Il va tourner la tête, il n'a pas les yeux fermés, il peut pas marcher, il peut pas bouger, mais il a pas d'assistance respiratoire. Aujourd'hui, il est nourri par sonde. Il y a une expérience qui a été menée par sa famille et il a pris de la nourriture, il a dégluti. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'est pas rééduqué. Il n'a pas de kinésithérapie. Et donc, en fait, ce sont des soins de base qui sont offerts à ce type de patient. Et c'est pour ça qu'il est toujours nourri comme ça. Il n'y a pas d'essai qui a été fait. Et justement, alors pourquoi il n'a pas accès à ce type de thérapie ? Aujourd'hui, en fait, il est au CHU de Reims, dans un service de fin de vie. Il n'est pas dans un service pour patients dans sa situation. Il y a une directive de l'État qui a été prise pour que ces patients-là aient des soins particuliers, notamment la kinésithérapie fait partie des soins particuliers qui doivent être donnés à ces patients. Et en fait, il n'est pas dans un lieu adapté à sa santé, à sa situation médicale aujourd'hui. Il n'est pas du tout en fin de vie. Ça fait 10 ans. Son accident a eu lieu en 2008. Aujourd'hui, on est en 2018. Vincent Lambert a été victime d'une première procédure collégiale en 2013. Ses parents n'étaient pas au courant. C'est son frère qui s'est rendu compte qu'il n'était plus alimenté et qu'il était très légèrement hydraté. Il faut savoir que mourir de faim et de soif, c'est extrêmement douloureux. Et donc, la famille a commencé à entreprendre des procédures pour qu'il soit réalimenté. Et donc, comme le docteur Carigère, à l'époque, ne voulait pas arrêter la procédure, il a fallu faire intervenir les tribunaux. Et c'est un petit peu l'enchaînement qu'il y a eu autour de Vincent Lambert. Alors justement, la décision du tribunal de Châlons-en-Champagne, elle se dit conforme à la loi Claes-Leonetti, loi pour respecter la dignité des personnes qui arrivent au terme de leur vie. On vous a entendu, Vincent Lambert, vous le disiez, n'est pas en fin de vie. Donc on assiste à quoi ? Ces deux visions de la médecine qui s'opposent, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je crois qu'il y a... c'est assez incompréhensible, en fait, cet acharnement autour de la personne de Vincent Lambert. Il y a d'un côté son épouse et son neveu qui situent Vincent Lambert dans une situation d'obstination déraisonnable, etc. Le fait est que Vincent Lambert est vivant, qu'il manifeste énormément de vitalité en résistant, en ayant résisté à cette procédure d'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Et en fait, c'est un peu un regard sur la vie de Vincent Lambert qui est posé de façon un
un petit peu arbitraire. On parle beaucoup de la dignité en fin de vie. Je pense que l'enjeu véritable, en fait, autour de Vincent Lambert, c'est un enjeu d'euthanasie. Or, Vincent Lambert ne rentre pas dans les cadres de la loi. Si jamais on poussait le bouchon, je dirais, au maximum, et qu'on arrivait à l'euthanasie de Vincent Lambert, en fait, c'est un très mauvais signal qui serait donné à toutes les personnes qui sont, comme lui, des personnes handicapées, lourdement handicapées, mais handicapées. Aujourd'hui, il faut savoir que Vincent Lambert pourrait être gardé à la maison. Il est juste nourri par sonde, il pourrait tout à fait être dans un cadre familial. Les procédures juridiques empêchent en fait le transfert ou qu'il soit effectivement transféré dans un établissement ou même à la maison s'il y en avait la possibilité. Et ça, c'est très dommage parce qu'il n'est pas du tout pris en charge comme il devrait l'être. Hein. Vous le disiez, il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes dans la même situation que Vincent Lambert. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement que lui ait fait un peu la une médiatique ? Ce qui me semble en fait, c'est que cette procédure collégiale qui a eu lieu à un moment a généré toute une suite de... un enchaînement en fait de procédures, puisque c'est allé jusqu'au Conseil d'État. De nouveau, les avocats des parents de Vincent Lambert ont de nouveau fait un recours devant le Conseil d'État parce que des médecins qui sont en charge de ces patients ont dit que aujourd'hui, il n'était pas pris en charge comme il aurait dû l'être, et donc il demande au Conseil d'État à ce qu'une autre expertise conforme à l'état de ces patients qui doivent être évalués non seulement une fois, mais sur la durée, pour voir l'évolution, parce que ce sont des états qui varient dans le temps. Et donc vous pouvez avoir un jour un patient qui va être plus léthargique et puis stimuler un petit peu le lendemain beaucoup plus éveillé. Donc il y a vraiment tout autour de cette question la nécessité de poser une vraie expertise, et les médecins 70 en avril 2018 et là encore 55 médecins qui ont été mobilisés en un temps record, en un week-end, pour justement essayer de montrer au tribunal qu'on n'était pas dans un cas d'euthanasie, on n'était pas dans un cas d'obstination déraisonnable, mais on était dans le cas d'un patient qui n'était pas pris en charge. Et en fait, cet appel n'a pas été entendu. Donc, une nouvelle fois, les avocats vont aller devant le Conseil d'État. Il y a déjà eu des démarches qui ont été faites auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, c'est un petit peu sans fin. Et je pense que si jamais Vincent Lambert était transféré dans une unité où il était pris en charge vraiment, compte tenu de son état, compte tenu de ce qu'il est et de ses besoins aujourd'hui, je pense que ce serait un soulagement immense, aussi bien pour la famille de Vincent Lambert que pour tous les patients cérébro-lésés qui sont dans sa situation. Parce qu'effectivement, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi on n'a pas essayé cette option, finalement, de l'envoyer dans un centre spécialisé. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'il y a un acharnement à faire de Vincent Lambert un cas emblématique. Et on sait très bien, parce qu'on l'a vu en Belgique, on le voit de façon très... de façon accrue en Belgique, c'est qu'à partir du moment où on accepte de mettre fin à la vie d'un certain type de patient, en fait, on élargit à beaucoup d'autres patients. Et il y a depuis plusieurs années en France une volonté de légaliser l'euthanasie. Et le cas de Vincent Lambert est un peu pris comme un emblème, une bannière pour essayer de faire avancer, de faire évoluer les lois sur la fin de vie et sur l'euthanasie. Donc c'est dommage, enfin, c'est vraiment regrettable pour le bien de ce patient. On pourrait imaginer que la décision de la semaine dernière est dans ce sens, c'est-à-dire oui, absolument. Faire accepter une... Absolument, absolument. L'hydratation et l'alimentation ne sont pas des traitements, ce sont des soins, ce ne sont même pas des soins, ce sont des besoins. Vous-même, si on arrête de vous nourrir et de vous alimenter, vous êtes en pleine santé,
vous finirez aussi par mourir. Donc, il faut vraiment prendre conscience que, comme c'est le seul besoin, finalement, vital de Vincent Lambert, pourquoi est-ce qu'effectivement, il n'a pas le droit... Alors, effectivement, il y a des tas de débats autour de la dignité de la personne, mais enfin, je crois que Vincent Lambert est vivant, et c'est la chose la plus importante à prendre en compte. Et ensuite, la prise en compte, effectivement, de ses besoins propres. Il nous reste quelques secondes. On est en plein état généraux. Les états généraux de la bioéthique se sont terminés. On attend bientôt une loi. L'euthanasie, on sait que pour le moment, ça, c'est non. Néanmoins, est-ce que, justement, il y a des cas un peu plus précis sur lesquels la loi Claes-Leonetti pourrait évoluer, selon vous, ou préciser ? Je sais pas. Je sais que des pressions en fait existent. Je sais que les travaux de l'Assemblée nationale sur la fin de vie qui avaient été arrêtés pendant tout le temps de la mission parlementaire sur la révision de la loi bioéthique s'étaient arrêtés et que là il semble reprendre. Donc je pense que ce débat n'est pas du tout clos. Je ne sais pas du tout comment il évoluera, mais je sais qu'il n'est pas clos. Et qu'il faudra encore se battre pour défendre la dignité de la vie de son début à sa fin naturelle. Merci Marianne Chéron d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.